secrétaire qui est également avec nous comme cette journée. Donc, cette journée consacrée aujourd'hui spécialement pour West Nile et le paludisme. Commençons à voir des cas confirmés pour un traverse là, et également des cas de paludisme d'importation au niveau essentiellement du sud. Donc, pour prévenir cette situation, nous allons décider de faire cette visioconférence explicative. Les directives ont été déjà données pour ces deux pathologies à travers les instructions de la direction générale de la prévention. Et aujourd'hui, nous allons pour représenter toutes ces directives et également aborder des discussions avec vous, les gens du terrain, pour que nous ne puissions pas avoir surpris par de telles épidémies comme celle de survie. Donc, nous allons commencer par parler d'abord des dispositifs qui est en place pour le West Nile. Je crois que nous avons le professeur de Vietnam qui est avec nous normalement en ligne, qui va nous faire une présentation à ce sujet. Merci et bon courage. Apparemment, le son est faible. Je ne sais pas si on arrive à augmenter. Oui, j'espère que maintenant vous nous entendez parce que j'ai vu qu'on nous parle du son faible. Chers collègues, merci beaucoup. Merci au professeur Hadj Issa qui est avec nous de Batna, avec professeur Belbouza. Et comme vous savez que depuis l'année passée, il y a eu 2 laboratoires régionaux qui sont là pour renforcer un peu le diagnostic et que les personnes ont été formées par le laboratoire national de référence pour les arboviroses, professeur Hachid ici présent. Et donc là, je pense que les 2 laboratoires sont opérationnels. Et on va pouvoir répondre aux questions de tous les collègues par rapport aussi bien de clinique prise en charge que par rapport au laboratoire particulièrement. Et donc, on va commencer par le West Nile. Professeur Hadj Issa, est-ce que vous êtes là? C'est normalement professeur Révi qui devait communiquer, qui est membre du comité national d'experts des arboviroses, mais qui a chargé son collaborateur, professeur Hadj Issa, qu'on remercie, de nous présenter la technique et la prise en charge du West Nile. Professeur Hadj Issa, vous êtes là? Ils ont dit qu'ils sont connectés. Et puis, Batna, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, professeur Hadj Issa. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre demande. Et Oui. voilà, à vous la parole pour présenter la conduite au panel. Et elle a perçu un rappel sur la clinique et surtout sur la prise en charge. Bien à vous. Oui, merci, madame. Bonjour, Madame Hamadi. Bonjour, professeur Belbouza. Merci d'être là. Voilà, donc je vais couper le son et comme ça, vous allez partager l'écran, professeur Hadj Issa. À vous. Oui, merci, madame, merci.
Madame, donnez-nous la main pour partager l'écran. Madame, donnez-nous la main pour partager l'écran, s'il vous plaît. Il est en train de régler ça. Je vous ai dit qu'on a eu un petit souci technique. D'accord, Il est d'accord. en train de régler. Merci. D'accord, madame. Merci. Ok. C'est bon, normalement, vous avez la main. Oui, oui, c'est bon. Vous présenter donc un petit rappel sur l'historique et ainsi que le tableau clinique et les traitements concernant cette pathologie qui est réémergente dans notre pays. Comme vous le savez, donc cette pathologie virale est due à un flavivirus, donc un virus de genre flavivirus, donc qui appartient à la famille des Flaviviridae. Donc c'est un virus qui a été identifié et isolé pour la première fois donc en 1937 en Afrique, spécialement au Ouganda. Par la suite, bon, ce virus qui est transmis à l'homme par des moustiques, donc de nombreuses espèces d'oiseaux ont été contaminées par ce virus. Et la transmission à l'homme ainsi que les mammifères, donc, se fait par l'intermédiaire des moustiques pour cette pathologie. Donc, c'est une pathologie aussi qui est émergente, donc, et qui nous pose un vrai problème de santé publique en Algérie. Donc, elle est en extension continue, donc, surtout dans le monde. Donc, d'une façon inhomogène sur la planète. Donc, elle sévit donc sur un mode endémique, que le Maghreb, etc. Donc, elle est responsable aussi des épidémies d'importance variable, en particulier, donc, beaucoup plus elle est urbaine, et surtout durant la période estivale du mois de mai, donc, jusqu'au mois de novembre. Donc, un petit rappel sur cette pathologie donc, en Algérie. Donc, la séroprévalence de cette pathologie, donc, elle est élevée, donc supérieure à 20%, témoignant d'une forte endémicité. Donc, plusieurs régions en Algérie ont été touchées par cette pathologie, donc surtout en 1969, surtout à Janet, donc plusieurs cas ont été isolés. Et par la suite, plusieurs épidémies ont été identifiées, donc ont été confirmées, et jusqu'en 2016. Et la dernière épidémie, c'était en 2023-2024. Donc, on va la détailler par la suite. Donc, 3 cas ont été rapportés donc, en Algérie en 2012. Donc, c'était des personnes âgées, beaucoup plus. Et cette épidémie donc, a touché beaucoup plus la région de Timimoun et de Guelma. Cette épidémie, donc en Algérie depuis 2012 jusqu'à 2017, donc a touché plusieurs wilayas, surtout la wilaya de Jijel, spécialement Tahir, avec 18 cas confirmés, suivis par la wilaya de Guelma et Mila par la suite. Et juste après, donc en 2023, donc troisième épidémie donc qui a concerné cette infection virale donc en 2023.
donc, a été responsable de 170 cas enregistrés, dont 135 cas étaient confirmés et 35 cas probables. Le taux d'incidence nationale était de 0,37 cas pour 100 000 habitants et cette pathologie donc était responsable malheureusement de 19 décès, soit un taux de létalité de 11,2 à l'échelle nationale. Cette pathologie donc sexe ratio à 1,3. Donc là, elle nous montre que beaucoup plus c'est l'homme qui est exposé à cause de son travail et son exposition à des moustiques. Donc, il est beaucoup plus exposé par rapport à la femme. Et les tranches d'âge, donc en 2023 qui ont été touchées, c'était beaucoup plus les enfants, donc de 0 à 4 ans et jusqu'à 9 ans. Donc, cette prédominance qui était donc chez l'enfant, donc on n'a pas trouvé d'explication. Pourquoi de c'était la avec ce cas, donc soit un taux, une incidence de 2 pathologies. Donc, c'est une pathologie donc qui infecte les cellules beaucoup plus dendriques et dans lesquelles le virus il va se multiplier avant de se propager dans le sang et par la suite donc elle va toucher beaucoup plus les organes lymphoïdes grâce à ces lymphocytes qui sont infectés. Le virus va entrer au niveau du système réticulo beaucoup plus endothélial. Donc c'est un virus de sang, d'accord. Maman, donc toutes ces questions. Parce qu'il y a le son récepteur, il y a l'ingénieur aussi, alors le bâtiment, c'est toujours un problème de connexion. Ah, il y a, c'est même la connexion. Non, mais
Professeur Hadji Issa, vous m'entendez, professeur Hadji Issa? Professeur Hadji Issa. Est-ce que la connexion est là? Ah, d'accord. Oui. D'accord. Ah, tout de suite. Ok, peut-être qu'on peut pas se permettre de gérer là. Madame, vous m'entendez? Mais allez-y, même si c'est peu, on continue parce qu'on a pris du retard. Merci beaucoup. Merci, professeur Hadji Issa. Votre connexion semble stable et donc vous êtes arrivé à la plaque sur la clinique. Merci. Ok, d'accord. Donc, concernant le diagnostic clinique de cette pathologie, donc c'est une pathologie grave qui infecte les cellules, donc le virus il pénètre à l'intérieur de l'organisme, il va automatiquement donc, pénétrer à l'intérieur des cellules dendrites, il va se multiplier et par la suite il va se propager vers les organes. Donc, après donc, une incubation qui peut aller jusqu'à 14 jours, donc le tableau clinique il est beaucoup plus asymptomatique. Donc, sauf dans certains cas où le tableau il est symptomatique. Donc, dans 80% des cas, généralement, il s'agit d'un tableau d'acide de fièvre et tout court. Et pour les formes cliniques graves, donc sont rares, moins de 1%, à expression beaucoup plus neuro-invasive. Donc, le tableau clinique de cette pathologie grave, donc, qui touche le système nerveux central, donc, elle peut donner soit une paralysie classique à Western virus, soit un tableau de migrite optique avec une rhabdomyolyse. On peut voir même quelques cas de tableau de Guillain-Barré, soit voir une polyrhabdomyolyse. Donc, automatiquement par une fièvre, donc avec un syndrome pseudo-grippal et avec tous les signes d'accompagnement qui vont accompagner les axes fibrés tels que les algées, les myalgies, les céphalées, etc. On peut trouver donc une composante digestive, donc une petite atteinte digestive, et par la suite. Donc, le tableau donc, spécificité de l'encéphalite pour cette pathologie donc, n'a pas trouvé d'explication. Donc, il n'y a aucun élément clinique qui est spécifique pour l'infection à virus West Nile. Donc, c'est un tableau beaucoup plus de méningite liquide claire, soit donc un tableau de d'encéphalite qui peut se manifester par une obnubulation jusqu'au coma, des orientations, etc. Dans certaines situations, donc, on peut retrouver donc, une paralysie des nerfs crâniens où le tableau clinique peut se confondre, bien sûr, avec la méningoencéphalite tuberculose et la méningoencéphalite extérieure. Donc, le syndrome aussi extrapyramidal avec ataxie, donc, on peut le retrouver. Et dans les formes concernant l'enfant, donc, dans les formes sévères de l'enfant, donc, l'encéphalite, elle est comme la spécifique. Donc, on peut donc une myélite avec une atteinte des cornes antérieures de la moelle, une atteinte ophtalmique, donc un étalement compulsif et voire même une atteinte hépatique. Et là, comme vous le voyez, le tableau n'a aucun élément de spécificité pour cette infection virale. Donc, c'est beaucoup plus, donc le tableau, donc il est suspecté, donc devant donc des situations, des critères épidémiologiques, cliniques, et il sera confirmé, bien sûr, par la suite par la biologie. Concernant la biologie,
Professeur Hadissa, activez votre micro. Je pense que vous l'avez touché. On ne vous entend pas. Professeur Hadissa, on ne vous entend pas. Votre micro est coupé. Allumez-le, Oui. s'il vous plaît. Merci. C'est bon. Donc, on est arrivé au diagnostic biologique. Donc, on doit faire un prélèvement dans cette atteinte neurologique. Donc, on va vous montrer un espace quand toutes les et pas d'accord, toute infection virale, donc elle est normale. Donc là, on n'a pas un signe spécifique concernant une cytologie et biochimique du SCR qui va nous orienter vers cette pathologie. Donc, l'imagerie donc, de 11 Donc, concernant l'imagerie, donc, les pathologies dans 50% des cas, donc, peut nous montrer des lésions au niveau des méninges, ainsi que quelques lésions au niveau de la substance blanche. Le tronc cérébral ainsi que le cervelet peuvent être touchés, donc, et toutes les structures, donc, les autres structures aussi de l'encéphale peuvent être touchées. Donc, et on peut trouver donc quelques perturbations biologiques telles que la thrombopénie et l'hyponatrémie qui ne sont pas spécifiques pour cette pathologie. Le diagnostic direct, donc, il est beaucoup plus confirmé et ça très bien détaillé par notre collègue professeur Benbouza. Donc, c'est beaucoup plus la PCR conventionnelle en temps réel qui va nous montrer donc la présence de ce virus au niveau de la circulation générale, malgré que son passage donc, il est très rapide, c'est très difficile d'isoler donc un virus au niveau de la circulation générale. Donc, on aura beaucoup plus de recours à la sérologie. Donc, la négativité de la PCR dans le SCR ne permet pas, bien sûr, d'exclure le diagnostic de cette pathologie. Par contre, la détection d'anticorps spécifiques de virus West-Nile dans le sérum ou dans le SCR, les méthodes les plus utilisées, donc, c'est la méthode d'ELISA, en particulier l'immunocapture, la séroconversion ou l'augmentation du facteur 4, donc, du litre d'anticorps, détection d'EGM va nous orienter vers une infection aiguë, et même spécifiques, donc, pouvant persister donc, plus d'une année après l'épisode infectieux. Les EGG vont apparaître, bien sûr, après 10-15 jours après le contact, qui vont rester gratuits pendant quelques années. Quelques popularités concernant l'instruction ministérielle de 5 avril 2025, qui définit les cas, donc un cas suspect, c'est toute personne hospitalisée entre le mois de mai et le 30 novembre, présentant donc un aspect d'un SCR pilaire, avec normoglycorachie, donc une CRP avec CRP et procalcitonine normale, prélevé en raison donc des conditions, des indications devant un état fébrile, d'accord, ou bien devant une atteinte encéphalitique, surtout chez l'enfant moins de 15 ans, donc devant tout tableau encéphalite ou de méningo-encéphalite
Donc, c'est une indication pour pratiquer la ponction lombaire. Bien sûr, chez l'adulte, donc, tout tableau de méningite ou de méningoencéphalite, donc, est une indication pour pratiquer, donc, une ponction lombaire. Et le SCF, donc, là, doit être envoyé, donc, au service de référence pour confirmation de diagnostic. Concernant le cas probable, c'est toute personne répondant aux critères cliniques et au moins, donc, un des deux critères suivants. Donc, un critère épidémiologique, notion de voyage en zone d'endémie, ou transmission interhumaine, transfusion sanguine, transplantation, etc., ou bien la transmission verticale mère-fœtus. Détection d'anticorps, donc, ça rentre dans la définition des cas probables. Les cas confirmés, donc, tout cas suspect, donc, avec au moins un des critères suivants de laboratoire suivant, isolement de virus par culture dans le sang ou dans le LCR. Donc, c'est très difficile d'isoler donc, un virus dans le sang parce qu'elle est limite, elle est passagère, elle est rapide. Donc, c'est très difficile un cas donc, par la détection de ce virus dans le sang. Par contre, la détection d'anticorps spécifiques, donc type IgM dans le LCR, donc, est un critère. La détection de génome, donc par PCR dans le sang aussi, c'est la même chose, donc c'est très difficile. Donc, ou dans le LCR ou dans les urines. L'identification, donc, des titres d'anticorps IgM ou IgG, donc dans le sérum, confirmé par cette neutralisation. Et bien sûr, donc, les séroconversions en augmentation de 4 fois le titre d'anticorps IgG, donc détecté pour la première fois. Là, donc, un résumé concernant l'incubation et de détection des IgM. Donc là, vous voyez donc que les IgM donc, vont apparaître à partir donc, du 3e, 7e jour. Donc, ils vont rester donc, pendant quelques mois. Donc, ils peuvent aller jusqu'à une année. Donc, par contre, les IgG donc, vont apparaître donc 30 jours après et ils vont persister aussi quelques années. Donc, on peut facilement détecter le diagnostic. C'est l'état du patient, bien sûr, déterminé. Concernant le traitement, comme vous le savez, toute infection virale donc, n'a pas de traitement. Le traitement donc, est beaucoup plus donc, symptomatique. Donc, et bien sûr, plusieurs essais thérapeutiques donc, qui ont montré leur efficacité, tels que l'utilisation des immunoglobulines ou bien de la ribavirin à dose élevée, donc à 60 mg. Bien sûr, l'utilisation aussi des analogues de la ribavirin ont montré une réduction d'expression donc, de la charge virale. Donc, les nouvelles approches thérapeutiques sont actuellement testées in vitro, telles que l'immunothérapie passive, par les anticorps monoclonaux et bien sûr par l'utilisation de l'interféron A1. Bien sûr, le traitement doit être associé donc un traitement donc, pour éviter la transmission, donc la transmission par des moustiques, donc on doit lutter contre ces moustiques par l'utilisation des insectifuges, éviter l'exposition aux moustiques si c'est possible, donc c'est une pathologie qui ne dispose pas de vaccin pour les mamans, donc il reste des moyens de protection qui vont nous éviter cette pathologie. Donc, et pour terminer, donc, il s'agit d'une situation épidémiologique donc, grave dans notre pays qui touche plusieurs pays aussi de la région méditerranéenne. Donc, la non-spécificité des signes cliniques et l'infection par le virus de West Nile, donc par rapport aux autres virus, donc toute méningite ou toute atteinte neurologique durant cette période de mois de mai jusqu'au novembre nécessite, c'est une des indications pour pratiquer la ponction lombaire. Et bien sûr, c'est l'étude cytobiologique et cytobiochimique du SR, donc les pathologiques, donc on est obligé d'envoyer sur l'inscription ministérielle, donc au labo de référence pour confirmer le diagnostic. Et je vous remercie.
C'est bon, allez. C'est bon, c'est bon. C'est moi qui l'ai appris. On la présente, mais le VD. Ah non, non. Toujours حاجة بس. واحد جنسية. C'est ta photo. Donc, on s'excuse pour ce petit retard par rapport aux aspects techniques. Donc, par rapport au diagnostic virologique d'infection neuroméningère plus stress, donc on dit l'introduction, donc il faut savoir que les méningites et les méningoencéphalites virales, de façon globale, constituent un réel problème de santé publique. Pourquoi? Il y a des problèmes de potentiel épidémique, il y a plusieurs virus, on peut avoir des épidémies de méningite et de d'encéphalite, mais également le problème d'engagement de pronostic viral, principalement avec les encéphalites. Et les arbovirus, qui sont des virus qui sont transmis par des arthropodes vecteurs, occupent une place importante dans les méningites et les méningoencéphalites virales. Donc, parmi toutes les étiologies, donc, ces virus-là, donc, ils ont une place importante. Et dans certaines régions de Méditerranée, par exemple en Italie, les arbovirus peuvent aller jusqu'à 50% de toutes les formes neuroméningées virales, principalement durant la période estivale-automnale, donc là où il y a l'activité microbienne très importante. Et parmi ces arbovirus qui sont un potentiel neuroinvasif, on connaît le virus Western, qui est celui dont la circulation est considérée comme étant endémo-épidémique dans notre région, qui est la région afro-méditerranéenne. Devant l'absence de traitement et de vaccins comme état souligné tout à l'heure, donc le seul moyen de prévention contre les infections de virus Western passe par la surveillance et le diagnostic précoce. Bien sûr, c'est pour détecter rapidement le cas et prendre des mesures pour éviter la propagation et d'avoir beaucoup de cas qui circulent dans une région, principalement par la mise en œuvre des moyens de lutte anti-vectorielle. Donc, on rappelle, donc, je n'ai pas trop m'attarder puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, il faut savoir que le virus Western, donc, il fait partie de ces flavivirus qui ont une grande importance médicale. On connaît le virus blavien, on connaît le virus blavien jaune. Et parmi ces virus-là, on connaît le virus Western. Le virus Western qui fait partie du groupe de l'encéphalite japonaise et qui est pratiquement responsable le groupe qui comprend des arbovirus qui vont des encéphalites avec des virus qui sont bien connus comme le virus d'encéphalite japonaise. Sur le plan virologique, donc, on sait bien qu'il fait partie de la famille des flaviviridés, mais sur le plan génomique, il faut savoir qu'actuellement on connaît 7 génotypes ou lignages de virus Western qui sont connus, et seulement
les génotypes 1 et 2 qui sont responsables des infections chez les humains et chez les équidés. Les autres lignages de génotypes ont été principalement retrouvés chez le vecteur. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est ça, c'est le génotype 1 et 2 qui sont impliqués en pathologie indienne. Donc, par rapport au cycle, donc on sait bien que les vecteurs sont des moustiques principalement du Pilex et les réservoirs sont principalement des oiseaux, soit migrateurs, soit des oiseaux domestiques. Et le virus, il est entretenu dans ce cycle-là, et lors dans ce cycle-là, donc il s'occupe de sac épidémiologique, dont la transmission se fait principalement par la culture domestique, mais on peut avoir des cas de transmission par transmission sanguine, par le transport d'organes, mais également l'allaitement est aussi décrit comme étant une voie possible de transmission, mais qui reste là, qui n'est pas très documentée dans la littérature. Donc, ce cycle-là, il soulève plusieurs facteurs écologiques. On a principalement les saisons chaudes, on a la pluviométrie. Donc, avec ces deux facteurs, on aura une pullulation de moustiques très importante, et avec l'arrivée des oiseaux, soit des domestiques ou migrateurs, donc on aura une amplification du cycle et une transmission très importante du virus. Donc, on aura une augmentation de la concentration virale dans ce cycle-là, puisqu'il y a beaucoup de pullulation moustique et beaucoup d'oiseaux migrateurs. Et donc là, le risque qu'on a avec les cas humains est élevé. Donc, le virus a une distribution mondiale, pratiquement tous les continents sont touchés par ce virus-là. Dans le bassin méditerranéen, la circulation est environ épidémique. Donc, les premiers cas d'encéphalite, donc les premières circulations de ce virus dans le bassin méditerranéen remontent aux années 60. Mais à cette période-là, donc, le virus n'était pas connu comme étant un virus neurotrope. C'est qu'à partir des années 90 et principalement en Algérie, 94, où la première épidémie d'encéphalite à virus a été décrite. Et par la suite, on a eu beaucoup de groupes, des cas groupés d'encéphalite à virus dans le bassin méditerranéen, en Tunisie, en Italie. Et maintenant, actuellement, la situation est beaucoup épidémique, beaucoup de cas d'épidémie d'encéphalite à ce virus-là. Donc, sur le plan génomique, on sait très bien que le lignage 1 est dans beaucoup de formes sévères, il circule aussi principalement dans l'ouest, le bassin méditerranéen à l'est. Et pour le lignage 2, on le retrouve principalement à l'est de l'Europe jusqu'au sud de l'Italie. Donc, quand on voit la situation épidémiologique en Europe, donc c'est là où il y a le système de surveillance le plus performant par rapport à ces virus-là. Donc, on voit très bien que le virus depuis 2010 circule de façon importante, mais on voit très bien, c'est quand on voit les statistiques, depuis 2018, que les cas commencent à augmenter de façon importante. 2018, après la période de Covid, on a constaté une baisse de la circulation de ce virus-là en Europe, et à partir de 2022, donc les cas ont repris de façon importante. On voit très bien qu'il y a une gradient de circulation beaucoup plus importante dans l'est de l'Europe par rapport au sud, à l'ouest de l'Europe, bien que ces dernières années, on commence à observer des cas humains en Italie, plutôt en Espagne, au Portugal et au sud de la France. Et une autre particularité du virus qu'il faut connaître, c'est la rapidité de diffusion et de la propagation de ce virus-là. Et le cas qui illustre bien cette particularité de ce virus-là, donc c'est l'introduction du virus West Nile en Italie. Donc on sait très bien que le virus West Nile s'est introduit aux États-Unis en 1999 à partir d'un seul cas, donc dans la région de New York, et au bout de en l'espace de 3-4 ans, donc le virus pratiquement a gagné tout le territoire des États-Unis. Donc là, le virus a cette particularité de se propager, de gagner en terrain, et il faut bien la noter. Sur le en Algérie, la situation a été déjà décrite par mon collègue précédent. Sur le plan clinique, pareil, donc il faut juste savoir que les infections sévères neuroméningées sont principalement observées selon la littérature chez les personnes âgées ou chez les personnes qui ont des conditions sous-jacentes, une pathologie par exemple schizophrénique, une pratique chez les immunodéprimés, bien que la situation chez nous, bien sûr, sont différentes, on va voir ça tout à l'heure. Une particularité chez les personnes transfusées, on sait bien que dans la population générale, le risque de développer une forme neurologique du West Nile est pratiquement 1%. Par contre, chez les personnes qui sont transfusées, receveurs de produits sanguins à la bulle, donc le risque de développer une forme neuroinvasive, il est pratiquement de 50%. Donc il est une fois sur deux par rapport à la population générale. Cette population, elle est à risque de développer des formes neuroinvasives sévères. Donc là, il faut être vigilant par rapport à la transfusion, surtout durant les périodes épidémiques. Sur le plan de laboratoire, donc c'est une instruction ministérielle qui est actuellement en cours dans notre pays. Donc la population cible principalement actuellement est large à 11 villes sur la base d'une évaluation de risque, bien sûr avec une note bien particulière dans la région à risque, donc principalement les zones humides, les points d'eau et naturels et artificiels. Et la période actuellement qui est
de surveillance dans notre pays. Ça va du 1er mai jusqu'au 30 novembre. Et actuellement, la clinique, auparavant, on se focalisait chez les patients âgés de plus de 5 ans, mais cette donnée a été supprimée, je pense, à partir de 2024, étant donné l'évolution épidémique dans notre pays, puisqu'actuellement, cette catégorie d'âge est bien touchée par tout ça. Et on prend principalement, le dispositif est principalement focalisé sur les méningiectomies encéphaliques et bien sûr les paralysies faces. Après, il faut faire une cytologie LCR, donc quand on a un aspect clair avec une normoglycorachide, avec aussi une procalcitomie normale. Donc pour nous, dans le cadre de notre dispositif, c'est considéré comme un cas suspect d'infection par le virus West Nile. Donc à ce moment-là, il faut saisir le laboratoire, il faut s'adresser à un laboratoire pour faire le diagnostic. Et comme ça a été soulevé tout à l'heure par le professeur comme l'a dit, donc il y a les PA, et à partir de 2024, donc on a 3 laboratoires qui ont été désignés pour faire le diagnostic de l'infection, le screening de l'infection avec le West Nile. Donc Al-Naba, Betna et Adra, qui pour je pense n'est pas encore fonctionnel. Pour le prélèvement, pour connaître quels sont les prélèvements qu'il faut faire, d'abord il faut connaître la cinétique. Généralement, au moment d'apparition des signes neurologiques, donc généralement c'est ça le principal motif de consultation. À ce moment-là, donc les seuls marqueurs biologiques qui sont positifs à ce stade-là, donc on peut détecter des IgM ici en bleu, donc positif, et on peut détecter le virus au niveau des yeux. Au niveau du sang, donc la périmètre, donc on a très peu de chances de détecter le virus au niveau de son total. Au niveau de son total. Donc, sur le plan diagnostic, donc les tests virologiques qui sont recommandés pour faire le diagnostic, en screening, donc, on va faire le sérologie, c'est le plus simple, le plus accessible, le plus rapide, sur un niveau du sang, au niveau du LCR. Et pour confirmer l'infection, donc on a les outils moléculaires, donc on peut faire soit la PCR dans les screens, parce qu'on voit très bien ici qu'au moment d'apparition de sérologie, donc là, la possibilité de positivité est très élevée. Mais on peut aussi tenter la PCR au niveau du sang. Mais en cas que les outils moléculaires reviennent négatifs, à ce moment-là, le seul moyen de confirmation, c'est la confirmation du diagnostic sérologique par la surneutralisation. Et ce test-là se fait principalement au laboratoire de référence et ne fait pas ça. Donc, pour faire le diagnostic, on a besoin de faire des prélèvements fréquents. Donc, les prélèvements fréquents, on va les faire au moment de l'hospitalisation du patient et la déclaration du cas suspect. Donc, à ce moment-là, on va faire 2 prélèvements. Un prélèvement de sérum, avec un minimum de 1 millilitre. Un prélèvement du LCR, il n'y a pas de contre-indication. Avec un minimum de 0,5 ml dans un tube sec et stérile. Et à ce moment, à partir de là, donc le laboratoire va faire les premiers tests. Donc, si les premiers tests de screening reviennent positifs principalement par les IgM, on va détecter des IgM positifs dans le sérum. À ce moment-là, donc le laboratoire va rentrer en contact avec le clinicien, va demander des prélèvements d'urine fraîche et de son total pour faire la confirmation par PCR. Ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est le moyen le plus simple et le plus rapide pour faire la confirmation de l'infection par le virus restant. Donc là, à ce moment-là, on va demander ces prélèvements-là pour faire la confirmation, après les positivités des tests de screening. En cas de négativité de la PCR, ou bien les premiers tests sérologiques sont concluants, donc on peut demander des prélèvements tardifs. Donc les prélèvements tardifs, ils sont demandés, si on va suivre la cinétique des marqueurs virologiques, on va les demander 10 jours jusqu'à 15 jours à partir de l'apparition des signes cliniques. Donc à ce moment-là, on va demander principalement un prélèvement de sérum pour rechercher une séroconversion en anticorps. Donc on a besoin des prélèvements précoces faits au moment de l'hospitalisation des patients et qu'on peut l'accompagner des prélèvements d'urine et des prélèvements de sang total en cas de positivité des IgM au niveau du sérum. Et en cas de négativité, à ce moment-là, on est obligé de faire des prélèvements tardifs 10-15 jours après les premiers prélèvements pour rechercher une séroconversion en IgM. Donc, comité par rapport au transport, donc toujours les prélèvements doivent être transportés à 3 au laboratoire. Donc, on va faire le traitement d'emballage en suivant les recommandations de l'OMS. Donc, on va utiliser une glacière comme d'emballage externe. On doit utiliser des instruments pour garder le froid. Et, très important, que le délai d'acheminement du laboratoire de service clinique au laboratoire ne doit pas dépasser les 40 heures. Généralement, on a rarement atteint ce délai. Toujours une fois accompagné de prélèvements par le fiche de renseignement, très important pour le laboratoire, pour qu'on connaisse pour bien choisir les tests virologiques à mettre en œuvre. Très important de vous indiquer la date des débuts des signes cliniques et bien sûr, principalement la date de prélèvement. En fonction de ça, on pourra choisir les tests qu'on doit mettre en œuvre pour confirmer le diagnostic.
Donc, pour le laboratoire, donc, le diagnostic se fait principalement, on a vu tout à l'heure, donc on a des outils de screening et des outils de confirmation. Pour le screening, principalement, on a recours des tests ELISA. On va rechercher les IgM et les IgG antivirus western, principalement au niveau du sérum, mais aussi on va rechercher les IgM au niveau du LCR. Si on va détecter les IgM au niveau du LCR, si on va avoir une production intratécale de virus western, là, on peut confirmer l'infection. Pour la confirmation, donc le plus simple, c'est de faire le FT-PCR, c'est plus rapide généralement, au niveau des urines du PCR, mais on peut tomber sur des prélèvements de PCR, des tests de PCR purement négatifs. À ce moment-là, donc la confirmation doit passer obligatoirement par une sérodétransition sur sérum, et là, on doit faire recours, on doit s'adresser à la boîte de référence sanitaire pour faire la confirmation par sérodétransition. Donc, au laboratoire, on a certains algorithmes décisionnels pour faire le diagnostic. Donc, on va commencer toujours le premier test qu'on va faire, les IgM au niveau du sérum. Et donc, en fonction du test de screening, c'est le plus simple qu'il faut faire, on va déployer une panoplie de tests pour confirmer le diagnostic. Mais principalement, le premier test qu'il faut faire, c'est rechercher des IgM au niveau du sérum. Donc, si c'est positif, on va faire une panoplie d'autres tests pour confirmer le cas. Donc, si c'est négatif, donc si c'est le prélèvement est très précoce, on va demander le deuxième prélèvement en 10-15 jours. Si le prélèvement a été fait tardivement par rapport au début de ces cliniques, par exemple, au-delà du 7e jour, donc à ce moment-là, on va déclarer le cas comme étant négatif. Donc, ça, sur le laboratoire, on va utiliser ce algorithme décisionnel pour déclarer un cas, soit un cas confirmé, ou bien un cas probable, ou bien un cas inconnu. Et comme ça a été présenté tout à l'heure, donc le cas probable, c'est on va détecter uniquement des IgM au niveau du sérum, c'est des IgM isolés, sans aucun autre marqueur biologique. Et les cas confirmés, donc c'est principalement soit la détection du virus par PCR, ou bien la détection des IgM au niveau du LCR, ou bien la mise en évidence d'une séroconversion en IgG entre deux prélèvements de sérum, un précoce et un tardif. Donc ça c'est principalement, mais également la détection des IgM à un titre très élevé avec des IgG positifs et confirmés par sérotransmission. Donc c'est ça le critère biologique pour la confirmation des cas. Et un cas écarté si on n'arrive pas à détecter les IgM sur des prélèvements tardifs, ou bien aussi des IgG sur des prélèvements tardifs au-delà du 20e jour. Donc à ce moment-là, on va déclarer le cas comme étant par le cas de l'infection par le virus. Le cas est écarté. Donc maintenant, je vais présenter quelques données sur les données de surveillance sérologique des infecteurs des méningites et des méningovirus, c'est pas l'état de virus Westline. Donc depuis que le dispositif a été mis en œuvre en 2015 jusqu'à 2020. Donc, si on va sur la période 2015-2022, donc le taux de positivité durant toute cette période-là était de l'ordre de 6%. Donc, sur toute cette période-là, donc, pratiquement, on a confirmé uniquement une quarantaine de cas. Par contre, l'année 2023, c'était une année charnière, c'est là où on a constaté un shift. Donc là, le taux de positivité a augmenté jusqu'à 17%, pratiquement il a triplé, avec le nombre de cas qui ont été confirmés. Donc, ça a basé les 140 cas confirmés au laboratoire. Et l'année 2024, la tendance semble se maintenir, puisque sur les 934 cas suspects répertoriés, on a trouvé 121 cas confirmés au programme, avec un taux de positivité autour de 13%. Pratiquement, on est dans les mêmes grandeurs par rapport à 2023. Et si on suit la cinétique de la fréquence des cas d'infection par les bacillus Western, donc on voit que depuis 2015 jusqu'à 2022, on a eu des cas sporadiques, la circulation du virus Western dans notre pays. Donc pratiquement, c'était des circulations sporadiques avec des 1-2 cas par an. Mais à partir de l'année 2023, ici, donc le nombre de cas triplé par rapport à toute la période 2015-2022. Et la tendance, comme je viens de vous dire, c'est en 2024, semble se maintenir. Donc là, on a à partir de 2023, donc la situation épidémiologique de notre pays semble changer par rapport à la période d'avant 2020. Sur le plan clinique, donc si on voit la première période 2015-2022, donc la plupart des formes cliniques qui ont été observées, c'est principalement des méningites virales. On sait très bien que les méningites virales, donc l'issue généralement, elle est de spontanément résolutive. Par contre, la période 2023, donc pratiquement les 2 tiers des cas, c'était des encéphalites, des méningoencéphalites, avec 1 tiers pour les méningites. Donc on voit très bien qu'il y a un changement, une inversion des formes cliniques. Une prédominance des méningites, une prédominance en 2023 pour les méningites, les méningoencéphalites et les encéphalites. Par rapport à l'âge, donc on voit très bien sur la période d'avant 2022 que les cas, pour les moins de 10 ans, donc les cas c'était très très rare. On commençait à observer les cas d'infection par le virus Western à partir de l'âge de 10 ans et les autres catégories. Avec le moyen d'âge,
c'était 40 ans. Donc, c'était une infection principalement de jeunes adultes. Par contre, 2023, on voit très bien que la situation a bien changé, avec une prédominance des cas dans la population pédiatrique. On voit très bien que la plupart des cas sont dans cette catégorie-là. Et si on voit le moyen âge, pratiquement là, elle a baissé de façon drastique. On a passé d'une moyenne d'âge de 40 jusqu'à une moyenne d'âge de 18 ans. Donc là, c'est un changement épidémiologique important dans notre contexte local. 2024, la tendance semble se maintenir par rapport à l'âge. Donc on voit très bien que la plupart des cas sont chez les moins de 15 ans, avec une moyenne d'âge encore plus basse, c'est 11 ans. Et sur le plan clinique, une majorité, pratiquement les 2 tiers des cas, comme en 2023, c'était chez les encéphalites et des méningoencéphalites, avec un taux de létalité soin un peu élevé, autour de 30%. Et on sait très bien dans la littérature que la létalité par ce virus est entre 5 jusqu'à 15-20%. Donc là, on a des chiffres un peu plus élevés par rapport à la littérature. Par rapport aux formes cliniques, on voit très bien ici, par rapport à l'âge et les formes cliniques, on voit très bien qu'à 30 ans, dans la période 2015-2022, on observe très rarement des encéphaltes. On peut observer des méningites dans la catégorie 10-20 ans, 10-29 ans. Par contre, l'année 2023, on voit très bien ici en bleu que l'encéphalite est très prédominante chez les moins de 15 ans. C'est lié à un contraste par rapport à la période 2023. Et sur le plan géographique, l'infection en 2023 a été localisée principalement à l'est du pays, donc dans la région de Tchétchène, ici de Biskra, quelques cas ici à Kerma, et dans le sud-ouest, c'est principalement Téléphone. Et dans l'année 2023, donc, l'infection semble se propager à d'autres territoires, principalement ici dans le centre du pays, ici le sinon de Betna, Biskra et Sida, et quelques cas ici dans la région de Tipas. Bien sûr, toujours dans la région de Rardaya et de Tinomo, toujours c'est des cas où le virus WhatsApp va circuler de façon endémique. Donc là, une extension des cas à d'autres territoires de notre pays. Et en 2024, la tendance semble se maintenir. Donc on a des cas aussi dans le centre du pays. Donc on a des cas ici dans la région de Berlin. On a eu beaucoup de cas dans la région de Annaba, donc Annaba, Skikda, et quelques cas dans la région de Tara, mais également le sud-ouest, les cas toujours observés dans cette région-là, principalement dans la région d'Inimon, mais également la région de Région. Donc, il semble que la porte incidente par le virus western semble se localiser dans le couloir sud-ouest jusqu'à l'est du pays. Donc, c'est un couloir qu'on observe bien par rapport aux cas se distribuent. Sur le plan de la distribution des infections à virus western en fonction de l'habitat, donc la plupart des cas, on les observe, surtout dans la période 2022, avant 2022, c'est des personnes qui habitaient, qui résidaient dans des régions où il y a une proximité de retenue d'eau. Donc, c'est un facteur épidémique qui a été bien noté dans d'autres pays, principalement en Europe. Sur le plan laboratoire, on voit très bien que les IGM, le diagnostic sérologique, a toute son importance. Donc, on voit ici dans la période 2015-2022 sur les cas qu'on a recensés sur cette période-là. Donc, les IGM sont toujours présents au moment des symptômes neurologiques. On a eu 100% de positif. Donc, c'est un très bon moyen de screening. Et pour la PCR, on voit ici très bien la supériorité. Donc, la PCR, c'est devant les urines par rapport au PCR. Puisque dans les urines, le taux positif qu'on a retrouvé, ça tourne autour de 40%. Par contre, dans l'NCR, donc le taux positif est très faible, ça ne dépasse pas les 20%. Donc là, l'urine, c'est une très bonne matrice pour rechercher, pour confirmer l'infection par le virus western par PCR. Et en 2023, pratiquement, on a eu le même chiffre par rapport à l'importance des IGM, du screening des IGM, puisque le taux positif qu'on a retrouvé, ça tourne autour de 95% au moment de faire le traitement précoce. Donc c'est un moment d'apparition des signes neurologiques. Même chez nous, les IGM sont présents pratiquement dans plus de 95% des cas. Sur le plan moléculaire, donc les quelques positivités qu'on a retrouvées, on a travaillé aussi bien chez les humains que avec les entomologistes pour chercher le virus au niveau du moustique dans la région, pour des enquêtes qu'on a faites quand il y a des cas dans la région du sud, de l'est du pays. Donc on a principalement, on a 6 cas humains qu'on a pu détecter par PCR, on a des moustiques, on a des poules de moustiques qui ont été confirmées pour ces positivités. Et le lignage qui semble, le génotype qui semble plus circuler dans notre pays, donc c'est le lignage K. On a retrouvé pratiquement partout, dans le sud, dans la région de Timor, dans le centre du pays, dans la région de Berlin, mais également dans la région, au centre du pays, dans la région de Kizil.
Le lignage 2, on a uniquement détecté dans la région de Tidjane en 2015, mais depuis, on n'a plus retrouvé ce virus. Donc, quand on fait l'analyse génotypique plus poussée pour savoir, séquençage, pour savoir quels sont les variants qui circulent dans notre pays, donc les quelques souches, les 4 souches qu'on a séquencées dans notre pays, donc on voit très bien qu'elles appartiennent au lignage 1.1, pratiquement dans le cluster, ce qu'on appelle le variant virulent, le variant Ouest Europe Méditerranée. C'est un variant qui circule largement dans l'ouest de la bassin méditerranéen, qui est connu par sa virulence, qui donne des épidémies d'encéphalite dans le bassin méditerranéen. Donc en conclusion, on peut dire que le virus Western occupe une place importante dans les infections neuroméningées dans notre pays, et qui évolue dans un mode endémique. Il est endémique principalement dans les régions du sud du pays, donc on a toujours des cas, 1 cas, 2 cas dans la région du sud, mais dans le nord, dans les régions, dans les hauts plateaux, donc l'infection est principalement l'épidémie où le virus est en train de gagner entièrement. Donc le virus Western doit être inclus dans le diagnostic étiologique différentiel des infections neuroinvasives, donc ça on le sait. On va rechercher uniquement l'herpès et les antivirus, mais actuellement, le virus Western doit être inclus dans les étiologies qu'on va rechercher principalement durant la période estivale. Donc là, c'est la période propice aux circulations de ce virus Western. Donc les saisons 2023 et 2024, on vient de le voir, donc ont été caractérisées par des changements épidémiologiques importants, de par l'augmentation de la fréquence des cas en neuroinvasifs, les ventes sévères qu'on observe, mais aussi l'augmentation, c'est une chose qu'on observe, on ne trouve pas beaucoup dans la littérature par rapport aux cas pédiatriques qu'on observe dans notre pays. Et quand on fait un tour de revue de la littérature, on ne trouve pas beaucoup de publications qui rapportent ces cas, des cas pédiatriques importants à l'UNICEF. Donc, l'amélioration du pronostic vital dépend de sévère, parce qu'on a vu que la létalité est un peu chinoise, un peu élevée, nécessite une prise en charge spécialisée. Donc, on voit beaucoup de collèges avec des infectiologues, la pédiatrie infectieuse, des fois la réanimation, bien neurologie, donc on a besoin d'expertise pour bien prendre en charge ces cas sévères qui sont toujours des cas à prendre en charge. Et aussi, il est impératif de mettre en place un système de surveillance intégré, ce qu'on appelle actuellement le concept ONE, qui est adapté au contexte local, principalement pourquoi, puisqu'on a besoin d'alerte précoce, puisqu'on dans l'épidémie du virus le virus commence à circuler au niveau de la France avant d'arriver, d'affiner chez la population humaine. Donc, si on a des systèmes d'alerte précoce avec une école vétérinaire ou des gens qui travaillent sur la France sauvage, on peut détecter précocement la circulation du virus, il va donner l'alerte et prendre des mesures préventives nécessaires pour éviter qu'on ait des épidémies de grande ampleur à ce virus. Et je vous remercie toutes les personnes qui nous aident, le ministère de la Santé, l'Institut Pasteur et d'autres collègues. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Hachid, pour cette présentation très claire, complète. Et c'est ce qui impose vraiment la vigilance, parce qu'on voit que ça se propage. On avait des cas sporadiques, on a maintenant des cas un peu partout. Donc, on a des instructions, on a un dispositif, je pense qu'il reste à l'appliquer. Et surtout, comme le point qui est très important, il faudrait qu'on travaille, parce que là, ce que vous venez de dire, c'est plus pour les microbiologistes, c'est une idée globale pour les épidémiologistes, mais pour travailler l'intersectorialité qui est très importante et qu'on doit travailler absolument avec l'agriculture, avec le BSA et avec pour pouvoir prévenir, en fait, c'est le contrôle et la réponse précoce pour éviter toute épidémie et surtout, on a vu la sévérité des cas. Et je m'adresse aussi, comme on a beaucoup de personnes qui sont connectées, qu'il faut encourager aussi la recherche opérationnelle qui est très, très importante parce que allez voir pourquoi on a des cas pédiatriques, des cas sévères et échanger aussi sur la prise en charge. Je pense qu'il y a eu des essais cliniques d'ici et là où ça a bien marché aussi bien à Alger qu'à Betna. Ils ont essayé, ils ont fait des essais cliniques qui ont bien marché. Donc, de les partager aussi, on encourage aussi le partage des bonnes pratiques. Merci encore une fois, Hachid, pour tout ce que tu fais. Et maintenant, je pense que merci de poser des questions via le chat. Et compte tenu du retard enregistré, peut-être qu'on va enchaîner, mais en même temps, quelqu'un
parce qu'on a aussi le docteur Trapp qui est avec nous, qui est le responsable. Donc, de noter toutes vos questions pour lesquelles on pourra répondre, en fait, que Hachid, Bebouza, Hadj Issa qui sont là pourront répondre aussi à la menace du West Nile. Il y a un docteur, je pense qu'il y a un docteur, oui, Foura. S'il vous plaît, donc, après cette présentation qui résume un peu la conduite à tenir, il faut que le système de veille au niveau des wilayas soit réactif. Il ne faut pas laisser les choses augmenter, les cas augmenter pour les notifier. Il faut vraiment que le système de veille permette de notifier rapidement le cas par tous les moyens de communication et également de travailler avec le ministère de l'Agriculture donc, localement pour les enquêtes vétérinaires également de prospection aussi. Hein, on peut faire de la prospection. Mais la déclaration est obligatoire et rapide. L'année passée, effectivement, dans certaines wilayas, ce n'est qu'après 10 jours, 2 semaines, qu'on arrive à avoir des notifications. Donc, les notifications doivent être faites rapidement, les prélèvements rapidement et acheminés rapidement, donc, soit aux laboratoires régionaux ou au laboratoire de référence de l'Institut Pasteur, mais il faut que le système soit réactif et ne pas attendre, et ne pas qu'il soit passif et attendre que les cas se propagent au niveau de toute la wilaya. Merci. Merci beaucoup, Dr. Foura. Voilà, maintenant, je pense qu'on va essayer de passer au palu, sauf s'il y a une question pertinente enfin, toutes les questions sont pertinentes, excusez-moi, sauf s'il y a des questions maintenant qu'on pourra prendre. Donc, on va checker le chat. Merci de poster vos questions. Et le temps de mettre la communication sur le paludisme. Merci.